L'esthétique d'une femme 2.0 est la symbiose parfaite entre le bon goût et la vision. Notre personnalité du jour ne décore pas, elle se révèle. En chiffres, c'est 5 ans d'études spécialisées dans le design intérieur en France et même aux États-Unis, plus de 15 ans d'expérience dans l'aménagement d'établissements hôteliers avec 5 ans passés au sein de l'agence de renom MOD Paris. Près de 200 000 abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, terrains, maisons, au Cameroun et même en France. Veuve de Monsieur Hers, ex-compagne de l'international camerounais Achille Mana. Elle est une mère dévouée de 2 sublimes filles, Sarah qui vit à Singapour et Eva qui vit en France. Chers Septalkers et Septalkeuses, l'émission de ce jour est spéciale. Nous recevons une grande dame. Elle est belle, elle est sublime, elle est intelligente. Elle a surtout un parcours et une expérience de vie unique que nous allons partager à 360 avec vous ce jour. Maria Lourdes, la lionne du 10, est la personnalité du Septalk ce jour. Prenez un verre de vin, de jus, à consommer avec modération bien sûr. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans le Septalk. Maria, bonjour. Bonjour Tatiana. Tu vas bien? Très bien, merci. Et vous-même? Écoute, ça va très bien. Tu es magnifique. Merci, c'est sublime. Merci, c'est gentil. Me parler un peu de ton choix vestimentaire pour cette émission. Alors, pour mon choix vestimentaire, j'ai opté, parce que là on est au Cameroun, j'ai opté pour un look très simple. Donc j'ai un vêtement en lin. Voilà, le lin est réputé pour les grandes chaleurs, ce qui est le cas en Afrique. Donc j'ai fait un petit rappel de blanc et noir. Voilà, c'est toujours le noir reste toujours une couleur classique mais élégante, c'est ce qu'on dit. Le blanc, et c'est une couleur qui met de la lumière. Et après, je vis en France, donc de temps en temps, il m'arrive, sans donner les marques, de consommer français. Donc j'ai une tenue qui est intégralement française. Mes chaussures sont d'un couturier français, ainsi que ma tenue. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Elle me plaît, elle est sublime. Elle plaît surtout aux Septalkers, nombreux à nous regarder. Tu viens d'arriver au Cameroun parce que tu vis entre plusieurs pays. C'est ça. Tu es citoyenne du monde, mais surtout panafricaine. C'est ça. Ça te fait quoi d'être au Cameroun à chaque fois? Et voilà, qu'est-ce que tu as fait déjà depuis que tu es arrivée, par exemple? Là, je suis arrivée au Cameroun il y a 4 jours. Alors, les 4 jours étaient bien calculé parce que je suis chef d'entreprise, donc un chef d'entreprise a des obligations auxquelles il ne peut pas toujours échapper. Donc cette fois-ci, j'ai échappé, je suis arrivée au Cameroun il y a 4 jours pour un procès et notamment pour cette belle rencontre avec toi. Tu soutiens la culture, tu es là pour un procès, tu as un parcours exceptionnel, une vie unique et on va en parler. Dans cette émission, on est cool. On est tranquille, on échange à 360 sur ta vie, professionnelle et personnelle. Et parlant de ta vie, autant professionnelle que personnelle, il y a à dire. Et ce jour, on en parlera. Sens-toi bien, si quelque chose te tracasse, tu nous fais comprendre. Et puis voilà, on voit si on te prend un verre de quelque chose. Pour que tout va bien, jusque-là, tout va bien. C'est vrai que c'est toi qui me reçois, mais je me sens un peu trop confortable. Et parlons de recevoir, cette maison est sublime. Merci. Sublime. Merci. Comme tu l'as... si bien souligné tout à l'heure, je suis designer d'intérieur. Voilà, c'est vrai qu'il y a un jargon qui dit le cordonnier n'est jamais bien chaussé, mais c'est l'exception qui fait la règle. Je suis passionnée par le design d'intérieur. Alors, ça serait pour moi, en quelque sorte, pas normal que l'endroit où je vis ne soit pas aussi confortable. Ça l'est. En tout cas, le choix de tout. Elle vient de meubles, de tout ce qui est pot de fleurs et autres. Ça vient de toi, des tableaux aussi. C'est ça. C'est toi qui as fait le choix de tout. C'est ça. Le choix est fait. Les codes couleurs, les tableaux qui racontent une histoire. On a un mélange d'Occident, d'Afrique aussi. Beaucoup d'Afrique au niveau de la poterie, au niveau des tableaux, au niveau
des codes couleurs, le jaune qui est très présent dans la maison, qui représente le soleil parce qu'on est en Afrique. Voilà, on a beaucoup de l'art négro parce que je donne aussi de la chance à ces artisans qu'on a en bordure de route. Tout ça a été fait dans un élan très chaleureux et sans doute de manière très passionnée. En tout cas, je ressens cette passion et cette chaleur. Tu nous as accueillis avec ce sourire, ce soleil sur ton visage et on est très très à l'aise ici. Moi, tu l'as dit, hein, cette maison, elle n'est pas la seule d'ailleurs, tu as plusieurs propriétés, donc celle-ci est celle du Cameroun. C'est ça. Où voilà, à chaque fois que tu es là, tu te poses. Tu vis ici seule. Parle-nous un peu de la journée type ou bien de la... Quel est ton rythme de vie? Enfin, comment tu vis au Cameroun, mais aussi en Europe? Ça se passe comment au quotidien? Alors, quand je viens au Cameroun, en général, je vais au Cameroun pour 2 raisons. Soit j'ai des rendez-vous professionnels, ça peut être professionnel ou alors ce qu'on appelle des impératifs au niveau de la famille. Parce que j'ai une partie de ma famille qui vit au Cameroun, voilà, notamment mon feu mari qui a été enterré aussi au Cameroun, donc je viens très régulièrement. Entre-temps, j'ai bâti au Cameroun, c'est-à-dire que j'ai un pied-à-terre qui m'attire et qui me manque aussi quand je ne suis pas là. Alors, quand je viens pour des raisons professionnelles, je suis très peu chez moi parce que justement, je cours à gauche, à droite. Mais quand j'ai besoin de me reconnecter avec ma terre, alors quand je suis au Cameroun, je me pose dans cette maison, je m'occupe de ma maison, j'aime bien changer et je sors très peu. Voilà, je suis une personne, je ne suis pas une fêtarde. Voilà, c'est ça, je suis très casanière. Et je crois que c'est un peu c'est aussi normal. C'est-à-dire que quand on aime le design d'intérieur, on aime l'intérieur. On aime être chez soi. Voilà, on aime être chez soi, c'est une logique. Voilà. Alors, on aime cet intérieur, mais on aime aussi savoir qui y vit. Tu y vis ici seule? Alors, aujourd'hui, je vis seule. Mes filles sont grandes. La plus grande vit à Singapour maintenant. C'est une maison qui est énorme. 12 chambres, 12 salles de bain, plusieurs terrasses, grand séjour, cuisine, etc. Donc, quand je l'ai conçue, cette maison, c'était dans l'idée de réunir ma famille pour qu'on puisse passer des vacances, passer des bons moments, des fêtes de famille. Mais malheureusement, vous savez, les enfants grandissent. Donc, les miennes ont grandi. La grande est partie à des milliers de kilomètres. Voilà, la petite aussi fait son parcours en France. Donc, c'est une maison qui se retrouve souvent seule, voilà, qui est vide la plupart du temps. Mais c'est une maison qui garde son âme, c'est-à-dire qui est prête à accueillir. Et c'est une maison qui est remplie de souvenirs. On a fait énormément de fêtes. Et puis, c'est une maison que j'ai partagée aussi, qu'on a des très bons souvenirs, que j'ai partagé avec mon ex-petite amie. On a vécu là tous les deux. On a passé des très bons moments. Tu parles de ton ex-mari et aussi de ton ex-fiancé. On va en parler tout au long de cette émission. Et tu as une vie autant au Cameroun qu'en France. On dira même que tu es plus internationale que nationale. On va le dire comme ça. Alors, en France, tu vis tout aussi seule qu'ici ou bien il y a des gens... Alors, en France, je vis toute seule. J'ai aussi un appartement qui a été décoré par mes soins, ce qui est normal. Alors, l'activité que j'ai en France, c'est une activité qui m'amène souvent à partir très tôt le matin, à rentrer parfois le lendemain, ou alors ne pas rentrer pendant une semaine. Donc, je n'ai pas l'occasion souvent de profiter de mon appartement parisien parce que dans le métier que je fais, par exemple, en hiver, on travaille beaucoup le soir parce que je travaille avec des techniciens qui en journée ont d'autres tâches et moi j'interviens dans le design d'intérieur. Donc ça veut dire après le gros œuvre. Donc souvent le gros œuvre se passe en journée et le design se passe le soir. Donc il m'arrive de ne pas profiter pleinement de mon appartement parisien, mais quand j'ai l'occasion, j'invite des amis, il est tout en blanc, j'adore le blanc, et c'est vraiment l'endroit qui, quand je rentre chez moi, je dis toujours, j'habite en campagne, j'habite une commune, Neuilly-sur-Seine, mais qui est près de Paris, mais qui peut être considérée comme une petite campagne,
où on trouve beaucoup de paix. Voilà. La paix, tu trouves aussi auprès de tes deux magnifiques filles. Oui. Elles sont sublimissimes, tes filles. Merci. Elles sont de grandes filles. Oui. L'une reste, Sarah, à Singapour. C'est ça. Elle fait quoi comme travail, Sarah? Alors Sarah, au départ, Sarah a fait des grandes études. Donc elle est sortie d'une grande école de commerce, dont je ne citerai pas le nom, parisienne. Elle a fait, notamment, les deux ont fait des études aux États-Unis, donc elles ont quand même un parcours, pas quand même, voilà, elles ont un parcours très riche, très intéressant. Et c'est ce que j'ai toujours voulu pour mes filles. Et voilà, j'ai toujours voulu ça pour mes filles qui n'ont pas eu leur père à leur côté. Il est décédé quand elles étaient très jeunes. Donc, j'ai eu des grands rêves pour mes filles. J'ai voulu pas combler le vide parce qu'on ne peut pas combler le vide d'un père qui est parti. Mais j'ai voulu avoir cette revanche envers la vie pour que mes filles soient des filles comme des autres, comme si elles avaient été élevées, comme si elles par un père et une mère. Voilà, donc ça a été mon combat. J'ai mis pendant plusieurs années ma vie entre parenthèses. Mes filles étaient une priorité. Aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que tout se passe bien. Et Sarah à Singapour, elle était diplomate en Inde pendant 2 ans. Et là, cette année, elle est à Singapour où elle a développé plusieurs projets personnels. Aujourd'hui, elle a une agence de voyage, je ne citerai pas le nom. Et, elle est très présente aussi sur les réseaux sociaux. Elle dirige une chaîne YouTube. Elle est jeune, mais elle a plus de 28 pays à son actif. Elle visite un pays dans le monde ou deux, 1 à 2 fois par mois. Elles ont une vie quotidienne pleine. L'enfance, tu l'as dit, était un peu plus vide. On va un peu parler du moment où tu les as conçues très jeunes. C'est vrai, c'est vrai. Pour la raison pour laquelle elles sont arrivées très jeunes, la première raison, c'est que les époques changent. Voilà, donc il y a quelques années, quand on avait dépassé 25 ans et qu'on n'était pas maman, on était déjà indexé quelque part par la famille et par la société. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que leur père était beaucoup plus âgé que moi. Ayant perdu mon père très jeune, j'ai eu envie de retrouver quelque part, je pense, ce côté paternel que j'ai retrouvé chez leur père, qui a été un mari exceptionnel. C'était un homme brillant. Comment, à ton jeune âge, tu avais déjà fait tes études parce que on va un peu retracer tout ça. Tu nais à Yaoundé, c'est ça? C'est ça, je suis née à Yaoundé. Tu nais à Yaoundé, tu fais l'école primaire jusqu'au secondaire à Yaoundé et puis tu t'envoles en Europe voilà, pour tes études. C'est ça. Et tu rencontres le père de tes enfants. Tu parles-nous de cette rencontre. Alors, le papa, il s'appelait Louis Hers. Je le dis malheureusement au passé parce qu'il est décédé. Et donc, c'est une personne que j'ai rencontrée à Strasbourg parce que c'est un Alsacien. Et moi, je faisais des grandes études de commerce à Strasbourg, en Alsace. Et donc, on s'est rencontrés en Alsace. On n'avait aucune chance de nous rencontrer puisque, on était attachés tous les deux au Cameroun parce que lui, il travaillait au Cameroun. Il gérait une entreprise au Cameroun. Ses parents, étant alsaciens, vivaient au Cameroun. Moi, camerounaise, mais je vivais en Alsace. Donc, par le plus grand des hasards, on s'est retrouvés en Alsace et notre histoire démarre en Alsace et lui qui tombe amoureux de moi et me ramène au Cameroun. Pourtant, moi, j'étais déjà partie du Cameroun pour faire mes études en Europe. Tu rencontres cet homme, il a déjà des enfants. Alors, ça s'est passé comment tu as su qu'il en avait et comment tu as su qu'il avait d'autres enfants et à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, merci Tatiana pour cette question, parce que c'est une question, pour être très honnête avec toi, je n'ai jamais eu à parler de ça. Voilà, que ce soit en public, j'ai jamais eu à parler vraiment de ce monsieur pour beaucoup de raisons. Voilà. Mais je vais répondre, je pense que les Camerounais aujourd'hui ont le droit de savoir. J'ai toujours été très très discrète sur la question parce que tout simplement,
ce monsieur qui avait déjà 2 enfants. Donc ces 2 enfants, sont des jumeaux qui sont aujourd'hui aussi mes beaux-fils, hein, et que je salue d'ailleurs et que j'aime énormément, avec qui j'ai une grande complicité, Patrick et Franck, qui sont de la première dame. Donc au début, quand je les ai rencontrés, on n'a pas du tout abordé le sujet. Lui, je pense qu'il est tombé très vite amoureux de moi. Moi, j'étais très jeune, donc j'avais encore un peu un esprit un peu olé olé. Je ne pensais pas forcément à une vie de couple, etc. Et très vite, il m'a fait déménager au Cameroun. Et je t'avoue que je ne savais pas qui était ce monsieur quand je l'ai rencontré. Quand tu rencontres, tu ne sais pas du tout qui il est et qui sont ses enfants. Et qui sont ses enfants. De qui sont ses enfants. Et de qui sont ses enfants, je ne sais pas du tout. Et c'est quand j'arrive, alors j'ai aussi fait mon époque de jeune, c'est-à-dire j'avais donc j'ai un souvenir, une petite anecdote. J'avais un piercing sur le nombril, et un piercing sur la langue. C'était la mode à l'époque. Et donc, quand il m'invite au Cameroun, j'arrive. La première nuit, tout se passe bien. Voilà, j'étais sous le charme d'un monsieur qui était jeune, beau et brillant, extrêmement brillant. Et c'est là où j'ai entendu les employés qui étaient en train de commérer en disant que le patron avait ramené une fille qui était mince, qui avait un piercing, qui était ceci. Et c'est dans ces commentaires, il y avait le jardinier, c'est dans ces commentaires qu'il y a quelque chose qui me souffle à l'oreille en disant le patron n'aime que les métis, vous voyez, ce genre de choses. Et voilà, et de fil à aiguille, les employés qui discutent entre eux, c'est là que je me rends compte en fait que c'était qu'il avait des enfants avec ses enfants, ses jumeaux dont il m'avait parlé, et que j'avais rencontrés en France, leur mère n'était autre que la première dame. Voilà. Alors au début, j'étais très perturbée parce que on s'attend pas à ça. C'est pas une relation ou une information courante, hein. C'est pas ordinaire, une situation ordinaire non plus. Surtout, j'étais très jeune et je manquais vraiment d'expérience, même en termes de vie de couple, tout simplement. Mais dans cette relation-là, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu vraiment des choses aussi très compliquées. Je ne peux pas dire que ça a été une relation qui était où le ciel était bleu tous les jours. C'était une famille recomposée, et avec une grande... Atypique, recomposée. Oui, c'est Alors, ça. comment se passe la coparentalité avec la maman des garçons et toi, la maman des filles finalement? Donc, comment se passe cette grande famille recomposée? Comment déjà tu rencontres les fils? Tu avais déjà rencontré à Paris? Alors, j'avais rencontré les fils à Paris, voilà, parce que le père venait voir ses fils, donc il a fait un crochet à Strasbourg. Donc, j'avais déjà rencontré les fils, ils étaient très jeunes à l'époque, ils avaient 6 ans. Voilà. Et avec la mère, quand je l'ai su que c'était elle, je ne peux pas dire aujourd'hui quelle réaction j'ai eue. Vous savez, quand j'étais en train de tomber amoureuse d'une personne qui aussi était amoureuse de moi, on avait une grande attirance. Donc, en ce moment-là, vous savez, quand on est dans cette bulle-là, les autres ne comptent pas. Voyez, donc je ne peux pas dire aujourd'hui avec exactitude le sentiment que j'ai ressenti de savoir que c'était la mère des jumeaux. J'étais focus sur ma relation qui démarrait et je pense que j'avais surtout quelque chose qui me revient toujours. Je venais au Cameroun, ma mère était maire d'une commune et donc je venais au Cameroun. Bikok. Voilà, Bikok, c'est ça. Je venais au Cameroun et je n'allais pas voir ma mère parce que je ne voulais pas que ma mère sache, étant donné qu'elle faisait beaucoup de politique, qu'elle sache que j'avais une relation avec cette personne. Voilà, parce que et donc c'était toujours un peu en cachette. Pratiquement pendant 1 an, je venais le voir en cachette. Mais c'était, sur le coup, je ne peux pas vraiment vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que avec la mère des jumeaux, on a toujours eu des très très bons rapports. On est sœurs et on est amis,
On a toujours été, on s'est connus quand on était adolescente. Voilà. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer le père de ses enfants parce que quand on grandissait, elle était déjà une adolescente maman. Elle aussi, elle a été maman très très jeune. Donc, elle ne vivait pas avec ses enfants à cette époque-là. Donc, nous, on s'est rencontrés. On avait une autre sœur qui s'appelait Élise Hazard, paix à son âme, qui est décédée. Et on était un clan de 5 filles. On était des sœurs, on était très soudées. Et nous, on avait un petit nom. Moi, je l'appelais Chantou des Chantous. Elle m'appelait Claudie des Claudies. Et on a toujours été très liés, très complices. Mais vous savez, c'est comme vous, Tatiana, je peux vous connaître. Je sais que vous avez un enfant, mais je ne connais pas forcément qui est le père de votre enfant. Donc, à l'époque, je n'avais jamais rencontré le père de ses enfants, mais elle et moi, on était du matin au soir dans tous les délires de jeune adolescente. Quelques années plus tard, elle se marie au président. Moi, je pars en Belgique pour mes études. Quand je rencontre ce monsieur Hers, il ne me dit pas avec qui il a des enfants. Moi, je ne le sais pas non plus. Quand il m'invite au Cameroun pour la première fois, ce qui m'interpelle, donc déjà les commentaires des employés à la maison, voilà, leurs petits commentaires, et puis une photo qui était très impressionnante, qui était au salon, c'était les deux jumeaux. Donc, c'était les jumeaux, donc Patrick Franck, qui étaient avec les deux présidents à l'époque, c'était Jacques Chirac, donc ils étaient avec le président camerounais et le président français de l'époque, et ils étaient entourés de ces deux présidents. Donc, très belle photo. Alors, le père n'était pas là, donc lui n'était pas sur la photo. La mère non plus, Chantal, n'était pas sur la photo. Donc, la photo ne me disait toujours pas qui était la mère. Vous voyez, tu vois, Tatiana. Mais la photo était très impressionnante, c'est-à-dire c'était deux enfants avec leurs deux présidents, parce qu'il faut noter que mon mari c'était un Français. Donc j'ai regardé la photo, je me suis interrogée. Encore une fois, quand on tombe amoureuse d'un homme comme ça ne compte pas. Voilà, et puis je suis pas de nature à être curieuse pour ce genre de choses. J'attends toujours qu'une personne me parle. Voilà, j'ai été éduquée, j'ai eu cette éducation où on ne pose pas de questions. On attend que les réponses viennent à nous de manière intelligente, d'une manière spontanée, naturelle. Et c'est arrivé parce que par la force des choses, c'est arrivé très vite, ce genre d'informations. Et voilà. Du coup, la coparentalité, ça se passe avec la première dame, ça s'est toujours bien passé. Et qu'en est-il de l'état de cette coparentalité avec le papa absent aujourd'hui? Alors, ça s'est toujours très bien passé. On n'a jamais eu, comment je vais dire, j'ai toujours respecté son statut de première dame, en sachant que moi-même, je suis camerounaise. Donc, ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est d'abord aussi ma première dame en tant que camerounaise. C'est ma sœur, parce qu'on a grandi ensemble, on a notre adolescente. Donc, mes souvenirs d'adolescente, c'était avec elle. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de cheveux. Elle aimait bien me faire des brushings. C'est des souvenirs qu'on a. Elle aimait beaucoup danser. Elle a ce sourire rayonnant. Elle a toujours eu. Et difficile de se fâcher avec une personne aussi joviale. Vraiment, on a ce côté en commun. Elle incarne la vie. Comme diraient certains, la vraie vie, ce qu'elle projette. C'est ça, cette élégance, cette grâce, cette intelligence, ce côté jovial. Elle l'incarne dans la vie. Et avec tout ça, vous avez pu... C'est ça, on a une famille magnifique parce que hormis les jumeaux qui sont mes beaux-fils et que j'adore de tout mon cœur, et ça c'est pas parce que c'est vous, je veux dire, je l'ai toujours démontré, je l'ai toujours dit, et j'ai toujours dit une phrase, vous savez, c'est pas toujours facile des familles recomposées, et j'ai toujours dit à tout le monde, mon mari... n'est pas décédé d'un accident, il était malade. Donc il était malade pendant plusieurs mois, ça veut dire qu'on a eu le temps de se dire au revoir, le temps de discuter. Et je dis souvent aux personnes, plus maintenant, quand la chose était encore fraîche, c'est-à-dire après son décès, tout le monde a toujours un peu quelque chose à dire, et je disais...
quand mon mari me disait au revoir, il ne m'a pas dit de détester ses enfants. Voilà, il m'a dit en aucun moment, Maria, quand tu restes, il faut que tu détestes mes enfants. Donc, il aimait profondément ses garçons, il aimait profondément ses filles. Donc, et j'aime profondément ces garçons et j'aime profondément mes filles, et je pense que c'est pareil pour la première dame qui aime profondément mes filles. On la voit souvent, très souvent sur les réseaux sociaux avec la petite Eva, en train de danser dans voilà. beaucoup de bonheur, on voit beaucoup de convivialité, on voit surtout un regard de maman envers tes filles, et toi pareil. C'est ça. Et c'est exceptionnel. Alors c'est pas toujours quelque chose qui est, comme tu l'as dit, voilà, courant, et c'est quelque chose d'assez atypique. Alors toi, en tant que mère, avec ce regard que tu as extérieur maintenant à la chose, quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui se retrouve dans la situation, elles sont nombreuses à faire des co-parenting, tu leur dirais quoi? Quelle est l'attitude à avoir quand tu entres dans un cercle où il y a déjà des enfants? Tu fais quoi? Comment tu te tiens? Donne-nous les astuces, comment ça a marché, pourquoi ça a marché pour toi? Je pense que ce qui compte vraiment, et la chose essentielle, c'est-à-dire ce qui compte vraiment, et comme je le dis, je répète, la chose essentielle, c'est l'amour. Quand l'amour sincère règne dans une famille recomposée, parce que les enfants ont besoin de quoi? Que ce soit les enfants d'une première dame ou pas, tous les enfants ont d'abord besoin d'amour. Oui. Et les nôtres n'ont pas eu la chance d'avoir leur père. Donc les deux mamans que nous sommes, nous avons doublé, c'est-à-dire qu'on a été le père et la mère. Voilà, donc ils n'ont peut-être pas eu de père, mais ils ont eu, depuis ce temps, deux mamans aimantes qui, ça s'est toujours super bien passé. Avec moi, ils ont toujours eu des fous rires, il y a toujours eu cette complicité. Et leurs enfants, à eux, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ces jumeaux ont des enfants, et les enfants appellent Chantal mamie, et moi m'appelle Tati mamie, parce qu'ils disent Tata, comme je suis plus menue, plus fine, plus machin, dit oh mais Tata, nous on peut pas t'appeler mamie, et alors ce qu'on fait c'est que on va t'appeler Tati mamie. Donc elle c'est mamie pour les petits enfants, parce qu'on a 10 petits enfants ensemble, parce que aussi un des jumeaux a épousé ma nièce, voilà, la fille de ma grande sœur. Donc ça a donné encore une autre extension au niveau de la famille. Alors ta sœur, ma sœur, ma grande sœur, parce que tu es la dernière d'une fratrie de 5. J'ai une grande sœur. Donc ta grande sœur a une fille. Voilà. Qui est devenue l'épouse de mon beau-fils. De ton beau-fils. Un des jumeaux. Un des jumeaux qui est Franck Hers. Alors, un des jumeaux, c'est Franck et l'autre, c'est Patrick. Voilà, donc ma nièce est devenue la femme de Patrick. Ah ben oui. Donc, alors, c'est aussi une belle histoire, parce que moi, étant mariée au père de Patrick, étant sa femme, j'ai vécu avec Patrick, donc qui est mon fils, que j'aime beaucoup, et ma nièce, comme toutes les nièces qui sont en admiration devant leur tante, elle aimait déjà les belles choses à l'époque, donc elle était très proche de moi, donc elle a pratiquement quelque part grandi, même à distance, parce que Patrick faisait ses études en France, ma nièce était au Cameroun, donc ils ont eu l'occasion de se voir quand ils étaient adolescentes, parce que dans la maison familiale, il y a toujours ces rencontres-là en période de fête, donc de fil à aiguille, ils ont grandi, donc avec la perte du père, voilà, Patrick qui perd son père très jeune, et ma nièce qui était présente, donc il y a une histoire qui est née, une histoire d'amour qui est née, et de cette histoire aujourd'hui est né 8 enfants. Wow. Donc quand on récapitule, donc la première dame et moi, Chantal et moi, on a donc les jumeaux, les filles et les petits-enfants, voilà, donc je suis là. On est aussi grand-mère des mêmes petits-enfants. Voilà. Incroyable, une grande famille. Une grande famille, voilà. Recomposée, avec tant d'amour. C'est ça. C'est rare, tu vois, d'avoir une famille aussi recomposée, aussi atypique, et n'avoir aucune...
tu diras, c'est toujours aussi sans discorde, aussi peaceful, aussi... Lui nous a quittés très tôt. Voilà, c'est quelque chose avec laquelle on partira nous-mêmes. C'est-à-dire que son absence est là. Parce que c'était une personne, c'était le genre de personne... on ne peut ne pas, il était présent, il était présent partout. Donc le fait qu'il soit parti aussi jeune, souvent ça resserre les liens. Donc alors les choses qui pouvaient vous séparer, qui pouvaient vous énerver, qui pouvaient apporter de l'animosité, de la haine, ou je sais pas, peut-être c'est un grand mot, haine, dans la famille, quand vous perdez un membre aussi essentiel, aussi important, qui est le socle même de la famille, c'est-à-dire qui est le père, qui est l'époux, qui est l'ami, vous revoyez la vie autrement. C'est-à-dire vous accordez plus de l'importance aux choses qui vous séparent. Vous perdez un être aussi cher. En général, ça vous rapproche, ça noue les liens. Voilà, ça noue les liens, ça rapproche les gens, les familles. Après, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que il y a des épreuves qui nous grandissent. Voilà, on dit ce qui ne nous tue pas, qui nous rend plus forts. Il y en a eu des épreuves qui vous ont grandi. Ah oui. La perte d'un père ou d'un père, quand on se retrouve, déjà moi-même, j'étais très jeune à l'époque et je me retrouve, en plus ma mère est décédée quelque temps après, la mère de Chantal aussi est décédée quelque temps après, donc il y a eu une succession de décès, des moments très très difficiles qui non seulement ça nous fait revoir la vie sous un autre angle, ça nous... alors, quand on vit des choses aussi difficiles, on a le choix. C'est soit on s'accroche à la vie et on se dit on va se battre pour les enfants, on va se battre pour avoir une vie normale, on va tout donner. Soit on abandonne et on plonge dans des dépressions, dans des choses qui nous perdent. Voilà. Moi, mon choix a été un choix qui était catégorique. C'était la bataille pour l'équilibre de mes enfants, c'était l'amour pour les enfants de cet homme qui était parti, pour mes propres enfants, même pour Chantal. Il y a quelque chose de fou dans l'histoire que tu racontes, parce que avec la discrétion connue, le silence implacable connu de cette famille, grande famille historique du pays, je vais dire ça comme ça, on a souvent inventé des histoires. C'est vrai. On n'a pas souvent eu l'occasion de parler, par exemple, de la vie de cet homme qui finalement était comme tout autre et qui a eu un vécu comme tout autre, qui t'a rencontré et puis qui est mort dans des circonstances les plus... De quoi il est mort déjà? Il était malade, il a eu un cancer, il est décédé d'un cancer. Des plus normales. Donc tout va bien. Il n'y a pas d'anguille sous roche, tout va très bien. Non, non, tout va super bien. Alors, il faut savoir, je tiens quand même à souligner, je ne veux pas l'oublier, c'est qu'entre les jumeaux et les filles, il avait eu un autre garçon avec une autre femme. Alors, ça fait 3 garçons. Donc, il a 3 garçons, voilà. Donc, il y a eu les 2 garçons, les jumeaux. Il y a eu un autre garçon. Et puis, il y a eu un autre garçon. Et puis, il y a les filles. Et puis, il y a les filles. Voilà, donc, ça fait une famille de 5. Et tout le monde s'entend très bien. Tout le monde s'entend très bien. Alors, on parle des Hers. Oui. Mais l'histoire des Hers est bien alliée à l'histoire des Biya. Oui. Comment ça se passe, cette encore extension de familiale avec cette fois-ci les enfants au président de la République et à la première dame, bien sûr, les Biya? Alors, pour être honnête, moi je me suis toujours limitée aux Hertz. Voilà, pour être vraiment honnête, je me suis toujours limitée aux Hertz. Les enfants Biya, Brenda, Junior ou Franck, c'est des personnes que je n'ai pas souvent eu l'occasion de rencontrer. Voilà, parce que peut-être plus les filles, surtout Eva, qui faufile toujours entre les deux, tout le monde. Voilà, donc voilà, elle est un peu partout. Comme j'ai dit, c'est la petite dernière qui entre un peu partout. Mais je ne peux pas ici établir
je peux pas parler d'un lien véritable entre moi et les enfants Biya. J'ai rien à dire à ce sujet parce que nous, on a toujours une phrase quand les herses se rencontrent. On est tellement une grande famille aujourd'hui que quand on se rencontre, quand même on est au téléphone, je sais, avec Franck, on arrive à rester une heure et demie au téléphone. Quand il y a quelque chose, je tiens à souligner que cette histoire, elle a toujours été très discrète. Hein. Comme je dis, c'est la première fois que j'en parle devant les caméras. J'ai toujours su où était ma place et je lui ai toujours apporté ce respect, d'où ne pas parler d'elle à tort et à travers. Exact. Voilà, donc ma discrétion vient aussi du respect que j'ai pour elle. On lui voue aussi ce même respect et nous on sait aussi rester à notre place, c'est-à-dire dans ta maison en train de faire le septal. C'est ça. Même si voilà, c'est quelqu'un que vraiment, comme j'ai dit, on respecte et on admire. Moi je suis surtout admirative de cette histoire. Je peux sentir le respect quand tu parles de l'histoire, je peux sentir aussi la bienveillance et c'est pour ça qu'on fait cette émission. On fait cette émission pour pouvoir rapprocher les gens de l'essentiel. Pas forcément pour qu'ils y prennent de quoi polémiquer, mais surtout pour qu'ils soient informés de la meilleure des manières. C'est ça, la bonne information. C'est important. Mais surtout qu'ils se rapprochent des gens tels qu'elles. Parce que généralement, on pense qu'il y a une complexité, mais il n'y en a pas. On a un cas de famille, tout classique, c'est un peu comme toutes les familles. D'aucuns diront, c'est pas la même chose, mais dans la vie, puisque tu en parles, on a du coparenting, on a des belles-mères et tout se passe plutôt bien et on est bien content de l'histoire. Alors quand on a une famille aussi grande, on a un papa qui est parti très tôt, un époux qui est parti très tôt. La question qui vient souvent, c'est comment elle entretient sa famille. Alors le rapport à la finance. Oui. Quand tu rencontres ton époux, alors quel était déjà le train de vie à la rencontre de ce... Dans quelle situation financièrement tu étais quand tu rencontres ton époux? Je rencontre mon époux, c'est qui le séduit en premier. C'est pas ma beauté, c'est pas ma jeunesse, parce que il vivait au Cameroun, il avait, comme je dis, c'était un homme qui avait cette élégance, comme on dit, il était jeune, beau et intelligent. Donc c'était aussi un tombeur, c'était le tombeur de ces dames. Donc quand il me rencontre, il n'est pas subjugué par ma beauté, parce que c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être avec des très belles femmes. Il n'est pas non plus ébahi ou étonné, c'est qui l'attire et le petit nom qu'il me donne quand il me rencontre et les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, c'est que Marie-Claude a la pêche. Pourquoi? Parce que à 20 ans, j'avais déjà fini mes études de marketing action marchande dans le textile et donc j'avais ouvert ma première boutique de vêtements en Alsace, dont à Strasbourg, qui s'appelait Miss Washington. Donc quand il me rencontre, je suis déjà avant 22 ans chef d'entreprise. Alors c'est qui l'interpelle, parce que lui il vivait au Cameroun, donc à 22 ans à cette époque-là, c'était pas la même époque aujourd'hui. Les femmes étaient elles étaient moins débrouillardes, parce qu'il faut pas oublier que dans notre culture africaine, on a élevé la femme en disant tu vas te marier et ton mari va subvenir à tes besoins. Voilà. Donc moi je fais un peu partir de cette époque-là. Ma mère me le disait aussi. Si tu travailles pas bien, on va rembourser ta dot et voilà et tout ça. Donc c'était l'époque d'avant. Il y a pas si loin que ça. Bon, maintenant les choses ont changé. Quand il me rencontre, je suis à mon âge, je suis déjà chef d'entreprise, je suis déjà assez indépendante, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture. Alors, c'est quelque chose qui l'attire énormément. Il a été impressionné par cet élan que j'avais de réussir, par mon ambition, par ce côté fonceur que j'avais. Il a été très impressionné. Et du coup,
alors du coup, comme il disait... Donc quand tu rencontres, tu gagnes déjà bien ta vie. Ah oui, quand je rencontre... Tu n'es pas... Je ne dirais pas que je gagne déjà bien ma vie parce que les époques sont différentes. Ça veut dire que le coût de la vie de cette époque-là... Oui, tu étais bien pour le... J'étais confortable. Confortable pour cette époque. C'est ça. Donc, déjà que tu viens des parents, voilà, ton papa, on va en parler dans cette émission, ton papa qui était directeur des prix et des impôts et ta maman qui était maire de la commune de Bicorp. Donc, c'est ça. On peut s'imaginer qu'avoir des parents aussi, voilà, wealth, ça peut aider à avoir ce train de vie qui n'était pas, voilà, énorme, mais déjà confortable pour une jeune fille de cette époque-là. Oui. Alors, quand tu rencontres ton époux, comment ça, le train de vie, c'est le même ou, alors, disons... que faisait-il déjà? Alors, il avait une entreprise, à l'époque, quand je le rencontre, il a une entreprise import-export qui, par le temps, s'est développée dans le transit, déménagement internationaux. Donc, c'était au départ une structure moyenne. Et avec le temps, vous savez ce qu'on dit, hein, excusez-moi, derrière un grand homme se cache une grande dame. Voilà, donc à partir du moment je m'installe au Cameroun avec lui, il développe la société qui devient une société internationale. Voilà, donc c'était une entreprise qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui s'appelle Ashlog et qui appartient, aujourd'hui qui est dirigée par un des jumeaux qui est mon beau-fils. Je tiens juste une petite précision. Ashlog, le H c'est Hertz et log c'est logistique. Voilà, parce que en allemand ça a une autre signification et j'ai déjà entendu des personnes mal interpréter ce nom qui est tout simplement le H de Hertz et le log de logistique. Voilà. Donc, la société a évolué, c'est-à-dire que j'ai grandi avec cet homme, j'ai évolué avec lui, l'entreprise aussi a évolué. Donc, forcément, le niveau de vie aussi a évolué. Voilà. Mais quand on s'est rencontrés, comme on dit, l'amour est au premier plan. C'est-à-dire, c'est vrai que j'étais confortable dans le sens, je pouvais aller le voir au Cameroun la première année, assez régulièrement. Mais c'était aussi que ma présence, vous savez, la présence d'une femme, qu'on dit l'amour fait pousser des ailes. Voilà, ça fait pousser des biais aussi. Ça fait multiplier des biais aussi. Forcément, quand on a déjà une jeune femme, en plus avec des enfants en bas âge, forcément, ça pousse à aller travailler. Donc, on est d'accord que vous aviez un train de vie plutôt confortable, voire très confortable. Et tu as cette belle vie. Tu as ton époux, tu as tes deux filles. Vous avez des entreprises, une en particulier, Ashlog, qui fonctionne et qui marche à merveille, qui rentabilise bien. C'est vrai. Et jeune, parce que tu perds ton mari jeune, tu perds ce mari. Tu te retrouves veuve. Toi aussi, très jeune. Oui. Ce moment... comment déjà tu apprends pour son cancer? C'était très ambigu. C'est une personne qui croquait la vie en pleines dents. C'était un monsieur qui aimait la vie, alors qu'il n'a jamais accepté la mort. C'est-à-dire que jusqu'à son dernier jour, il avait la conviction qu'il allait vivre. C'est-à-dire, on n'a pas eu, que ce soit moi, que ce soit ses enfants, on le voyait diminuer de jour en jour. On voyait qu'il était en train de partir, mais lui, il nous parlait encore comme si il allait vivre encore des années. Il nous donnait à nous espoir. Ça, c'était une force de caractère qui était très forte, parce que même en dernière minute, il nous faisait vraiment croire. Moi, je me souviens, la veille de son décès, quand je suis allée le voir à l'hôpital, parce qu'il m'appelait Trésor, il m'a dit: Trésor, tu sais, dès que je sors d'ici, on va à Las Vegas. Parce, voilà. Mais c'était sa dernière soirée. Alors, comment je l'ai vécu? Aujourd'hui, je ne peux pas encore dire comment je l'ai vécu, parce que je ne sais toujours pas comment je l'ai vécu. C'est-à-dire, quand une douleur, quand un homme aussi brillant et un père
et moi qui étais très jeune, part aussi vite, je ne sais pas si on se remet véritablement. Voilà. Et ce qui m'a d'ailleurs causé souvent des problèmes avec mes relations avec les hommes. J'ai eu des hommes qui m'ont dit tu es amoureuse d'un homme qui est décédé, il n'y aura jamais de place pour un autre homme dans ta vie, il n'y a que cet homme-là, je ne peux pas venir dans la maison où il n'y a que des photos d'un homme qui est décédé, où il n'y a que un homme qui est décédé, on parle que de cet homme. Disons que peut-être moi, en toute honnêteté, peut-être j'ai toujours été dans le déni je pense pas que j'ai vraiment fait le deuil. Je ne pense pas que j'ai fait que je considère que c'est une personne qui est partie. Voilà, c'est très difficile et je pense que le fait de ne pas l'accepter complètement, ça m'a donné la force parce que j'ai fait des choses, même les filles, quand elles allaient à l'école, je leur disais 2 choses. J'ai dit, vous êtes quoi? Elle me répondait, des belles gosses, parce que je prenais beaucoup de temps à les coiffer, à les habiller le matin. Et je disais, vous savez quoi? Il faut que papa soit fier de vous parce que papa habite avec des anges. Donc ça a fonctionné pendant un moment, mais je pense que ça a bien fonctionné. Parce qu'elles n'étaient pas conscientes, tes filles, quand leur papa décède, qu'elles ont vraiment perdu. Elles étaient si jeunes. Oui. Elles avaient quel âge, les filles? Alors, Eva avait 3 ans et demi. Donc vraiment un bébé, voilà, et Sarah avait 6 ans et demi. Donc elles étaient vraiment très jeunes. Et les jumeaux aussi étaient jeunes, ils n'étaient pas mariés à l'époque, ils n'avaient pas d'enfants. Donc je pense que même pour eux, parce que le 22 juin, on est au mois de juin, donc le 22 juin de ce mois, c'était son anniversaire. Alors il y a Patrick qui a écrit à sa sœur Eva, Mamounette, c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui, c'était le meilleur papa, c'est le meilleur papa du monde. Il n'a pas dit c'était, il dit c'est le meilleur papa du monde. Toujours un peu de mal. Voilà, on parle toujours de lui au présent. Et je pense que ça nous a aidés parce que c'est une personne qui incarnait tellement la vie qu'on a du mal à penser qu'il n'est plus là. Alors, quand on a une grande famille recomposée, avec un papa qui a un parcours successful, il y a de l'argent, il y a des propriétés, des biens, à la mort, il y a forcément... En Afrique comme en Europe, on a des guerres de biens. Alors, avec vous, ça s'est passé comment dans ce sens-là? Alors, les enfants de mon côté étant mineurs, dont je suis forcément la tutrice légale, donc ça veut dire que ce qui revenait à mes enfants, je devais le gérer jusqu'à leur maturité. Nous, on n'a pas eu à se poser la question, c'est pour te dire, en toute honnêteté, jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu à traiter la question de l'héritage ou de la succession. Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait abstraction. Moi, je me suis dit, quand les filles seront majeures, avec leurs frères, ils auront des projets et ils sauront quoi faire de leur héritage. Voilà, donc... si j'ai eu un besoin quelconque à propos des filles, les jumeaux ont toujours été présents pour leurs sœurs, même pour moi. Voilà, j'ai souvent eu à solliciter Franck, pas forcément pour le côté financier, et pourquoi pas. Voilà, ça peut être pour juste un billet pour aller au stade et avoir une place au premier rang. C'est ça aussi les petits avantages qu'on peut avoir. Mais ma plus grande fierté, pour être honnête, ma plus grande fierté, les gens m'avaient préparé, après le décès de Louis, mon entourage, ma famille, m'avait préparé à une guerre sans fin en disant l'homme qui te protégeait n'est plus là, alors tu vas voir ce qui va t'arriver, tu auras des problèmes, on va te tuer. Ça allait jusque-là, je recevais des messages anonymes, la première dame va te tuer, tu as volé son mari, ce genre de choses. Je suis passée par là. C'est ça qui était la chose à gérer. Mais la succession ou le partage des biens, à ce jour, n'a jamais été fait parce que ce n'était pas une priorité. La perte du père, c'est quelque chose qui nous a tellement marqué. Et le fait de courir, partager les biens, c'était comme diviser la famille. Est-ce que ce n'était pas aussi parce que
il n'y a pas besoin, peut-être parce qu'il y en a. Le truc, c'est que quand il y en a... Il y en a autant du côté du papa décédé que du côté de la maman, de la belle-maman encore, parce qu'on ne va pas se comporter comme s'il n'y a pas ça. On a ce rapport à l'argent, on ne va pas dire qu'il est égal à d'autres personnes qui vivent, voilà, qui n'ont pas le statut qu'a les belles-mamans, la belle-maman avec les enfants. On est d'accord, on va pas... oui, c'est une première dame, donc on ne dira pas que, voilà, on est dans une situation ordinaire. On est bien d'accord, mais... Ce que je vais dire, c'est que la question de l'argent n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un point pour nuire. Voilà, c'est ça. Au-delà du fait de bagarrer le bien, ça aurait pu être un prétexte pour s'aimer la zizanie, déclencher une guerre. Voilà. Et ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. C'est admirable. Voilà, ça n'a jamais été parce que moi, j'ai... comme je dis, vous savez, quand vous perdez un être humain, après, vous recentrez les choses importantes. C'est-à-dire que si l'argent pouvait sauver une vie, que ce soit la première dame, que ce soit moi, ou que ce soit ses enfants et tout, on aurait donné tout pour sauver. Voilà. Mais l'argent n'a pas suffi. Donc forcément, après ça, on se dit, on n'a pas le même rapport avec l'argent parce qu'on comprend que même avec beaucoup d'argent, on n'a pas pu sauver cet homme qu'on aimerait aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait un homme heureux, un grand-père heureux parce qu'il a eu des enfants lui aussi très jeunes. Il a eu ses jumeaux, il avait à peine 23 ans. Après, il a eu ses filles, il était très jeune. Donc aujourd'hui, s'il vivait, il serait comme moi avec les filles, comme si on était des sœurs. Et lui, voilà. Donc, la question d'argent, les gens vont dire non, c'est pas un problème parce que vous en avez, c'est pas ça, c'est que moi j'ai retroussé mes manches, j'ai travaillé, j'ai toujours respecté mes beaux-fils en disant je ne viendrai pas commander, ce qui est important, c'était aussi quelque part pour moi un challenge de montrer, parce que les gens m'attendaient en disant tu as eu une vie tellement confortable, maintenant qu'il n'est plus là, on va voir ce que tu vas devenir. Ce que tu es devenu du coup, voilà. Donc, c'est quelque chose de formidable. Tu aurais pu tirer profit de tout ça. Tu aurais pu te dire, voilà, j'ai déjà cette famille et te reposer sur ses lauriers. Mais tu te dis, non, moi, je vais me relancer professionnellement. Alors, comment tu te relances professionnellement? Qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, comment cet aspect professionnel, comment tu alors, ce qui m'était arrivé à moi, voilà, quand un homme vit comme un homme comme lui, c'est-à-dire la maison était remplie. C'est-à-dire on a des amis, hein. C'est bien connu que quand on est vivant, on a des amis, c'est tout le monde qui vous aime, machin et tout. Quand il est parti, dans un premier temps, tous les amis ont disparu. Voilà. Donc, c'est déjà le premier signal qui vous interpelle et qui vous fait savoir que vous êtes seul avec vos enfants. Ça, c'était d'abord le premier constat. Donc, ce constat amène à un état d'esprit qui vous amène à un défi vis-à-vis de vous-même et de vis-à-vis des autres. De dire, ok, je suis seule au monde avec mes enfants, je vais me donner des armes, je vais me donner des moyens pour me battre. Et surtout, je ne donnerai pas le plaisir à toutes ces personnes qui s'attendent à me voir, moi et mes enfants, et surtout des personnes proches qui se prenaient pour des amis de la famille, qui étaient là à se rouler par terre le jour de l'enterrement, mais qui après, finalement, ont disparu comme par coup de magie. Malheureusement, c'est comme ça que la vie se passe. Donc, ces personnes-là m'ont tout de suite fait prendre conscience que j'étais seule au monde. Alors, en ce moment-là, je me suis armée psychologiquement, armée même physiquement. J'avais compris que j'étais une mappa. Mappa, ça veut dire que j'étais une mère et papa de mes filles. Donc, je me suis coupée du monde. J'ai repris mes études, j'ai fait des rencontres malheureuses, hein. Ça, souvent, vous savez, quand vous êtes une mère célibataire avec 2 enfants, les hommes, même, voilà, les hommes que vous rencontrez pendant ces périodes-là,
ils sont, comment je vais dire, ils savent, voilà, ils sont pas souvent des personnes dans un état d'esprit de s'investir dans la relation. Oui. Voilà, donc, et toutes ces expériences-là aussi, hein, c'est-à-dire amoureuses, malheureuses, catastrophiques, il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu des choses bon, que je ne regrette pas, mais ces personnes-là m'ont aguerri. Oui. Voilà, ça m'a aussi fait comprendre, ça m'a forgé un caractère, une carapace. J'ai monté des garde-fous et à partir de là, je me suis mise sur un trait qui s'appelle à vos marques, prêt, partez, quoi. Partez. Donc j'étais devenue une lionne, j'étais devenue une femme déterminée à donner une vie confortable, une femme, je voulais que mes filles soient fières de moi, que mes filles ne me disent pas un jour la phrase qui me faisait peur, c'était d'entendre un jour mes filles dire si seulement on avait notre père. Ouais. Alors la première des choses, c'est que j'ai payé des études dans des écoles privées à mes filles. Elles ont étudié aux États-Unis. Je voulais qu'elles soient des filles du monde, qu'elles soient bilingues, qu'elles soient trilingues. Oui. Voilà. Et c'était ton premier investissement. C'est ça. Je travaillais, j'avais plusieurs boulots en même temps. J'ai fait tous les petits dans boulots. La décoration toujours? Alors, j'ai fait dans la mode aussi. Oui. J'ai travaillé pour pas mal de grands couturiers. J'ai travaillé dans des grandes boutiques, aussi des petites enseignes ou des enseignes populaires comme Zara. J'ai travaillé chez Zara, chez Morgane à l'époque. Après, je suis rentrée donc de manière véritable. J'ai même travaillé dans la cosmétique. Je suis diplômée en cosmétologie où j'avais ouvert le plus grand institut de beauté à Yaoundé à l'époque. Ça s'appelait Boutique Claude. C'était étalé sur 3 étages, qui était un investissement que j'avais fait. Rentable. Très rentable aussi. Donc après, j'ai revécu quelques années au Cameroun et après je suis partie aux États-Unis pour accompagner mes filles dans leurs études, dans la progression et de comment je voyais, comment j'envisageais l'avenir pour mes enfants. Un avenir brillant, avenir prometteur. Finalement, tu renais de tes cendres et de la plus belle des manières et te voici aujourd'hui brillante, souriante dans le Septolk. Si vous nous retrouvez, nous sommes dans le Septolk et nous recevons Maria Lourdes, celle qu'on appelle la lionne du 10. Et le 10, c'est Achille Mana, parce que après ton parcours avec ton premier époux et tes rencontres malheureuses, tu rencontres l'amour. Oui. Une fois de plus. C'est ça. De quelle manière tu rencontres cet amour-là? Alors, Achille, donc comment je rencontre Achille, c'est assez ambigu parce que Achille était déjà, vous savez, quand vous avez l'habitude de voir quelqu'un dans les écrans, sur les plateaux télé, on a l'impression de le connaître. Voilà, donc quand je rencontre Achille, c'était déjà une personne c'était déjà un garçon qui m'impressionnait par son culot, par ses kilos de muscles, par ses photos provocatrices sur les réseaux sociaux. Je me souviens, je rencontre Achille pour la première fois en 2014. Moi, je vis aux États-Unis. Il est géré d'une grande marque de vêtements. Je tombe sur une PLV de Achille Mana, je ne savais pas du tout qui c'était et j'étais impressionnée par la bête, c'est-à-dire que c'était un homme avec un grand H, tous ses muscles et donc j'étais très impressionnée, je ne savais pas qui il était. Alors j'ai fait ma petite enquête et donc j'appelle une amie en lui demandant est-ce que tu connais un footballeur comme ça, tu sais, nous les femmes on aime bien, voilà, et donc elle me dit c'est un lion indomptable et tout, moi, je pose des questions, il est marié, tout ça. Il me dit non, il sort avec une fille, nanana. Donc, à l'époque, je vais sur Facebook, je regarde la fille, elle est magnifique, elle est belle et tout. J'ai dit bon, ok. Laisse tomber. On laisse tomber. Enfin, de toute façon, je n'allais pas le chercher, c'était juste une curiosité. On a toujours une curiosité de vouloir un peu creuser un peu plus, quoi. Voilà, donc c'était une histoire de 24 heures. Hein, donc, voilà, je suis passée à autre chose. Et il faut savoir que les lions indomptables des années 2000... là, on est sur les
Marie-Vivian Foué. Et voilà, voilà, c'est ça. Samuel Eto'o. Voilà, Ouémé, Pierre Ouémé, Rigobertson, voilà, Achille Mana. Djemba, bon, on va tous les citer. On va pas tous, voilà, c'est ça. Les années 2000, les Lions. Voilà, mon ami, comment il s'appelle, Timothée Atouba. Donc, dans tous ces gens-là, Daniel Ouansi qui est décédé il n'y a pas longtemps, paix à son âme. Donc tout ça, c'était des personnes. Bill Chatto qui est un grand ami à moi. Oui. Donc je connais très très bien toutes ces personnes, mais malheureusement, je n'avais jamais eu l'occasion. C'est-à-dire le lion que je trouvais le plus attirant. On est sur une attirance physique. Voilà, sur une attirance physique, c'est-à-dire qui m'impressionnait, on va dire. Il faut avouer que les petites femmes comme moi, souvent, aiment les grands. C'est bien quand ça s'impose. Voilà, des choses on dit que ça nous protège un peu. Ouais. Voilà, et donc, mais alors, l'ironie du sort, c'est assez curieux parce que j'ai eu à rencontrer tous ces footballeurs-là quand, à cette époque, là, je les ai tous rencontrés, je les connais tous très bien, c'est des très bons amis aujourd'hui encore, c'est des très très bons amis, mais j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer Achille, voilà. Et donc, quelques temps après, j'avais eu l'opportunité de tourner une pub d'une compagnie de jet privé dont je vais taire le nom, mais qui était en rapport avec Samuel Eto'o, qui m'avait pris comme égérie justement pour cette compagnie. Et c'est là que Achille me rencontre via cette publicité. Et alors, il a du mal à venir vers moi parce qu'il se dit que je suis la copine de Samuel. Voilà, parce que dans la pub, il l'avait déjà... C'est-à-dire qu'il regarde la publicité et dans la publicité qui passe, il voit ce que la publicité elle passait dans les chaînes de télé en Europe et au Cameroun, et donc lui il voit la publicité sur les réseaux sociaux, donc il tombe sur la publicité et il voit une fille qui est en train d'aller monter dans un jet privé et tout, et à la fin de la publicité il y a la société de Samuel et tout, c'est le jet et tout ça de Samuel et tout, donc il se dit, il en déduit forcément que une fille métisse comme ça avec cette allure là, il y avait un scénario qui était mis en place que je paraisse comme une je vais dire quoi, comme une diva, tu vois, qui voyage en jet privé et tout ça. Donc il se dit c'est la copine de Samuel Eto'o, voilà. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais par contre j'étais une très très bonne amie, une amie proche, très proche, voilà. Et quand il me contacte, et il me demande la première question, tu es la femme de Samuel? Et moi je lui réponds, je ne m'appelle pas Georgette. On est d'accord. On est d'accord, voilà. Et donc de fil à aiguille, on a commencé à discuter. Les choses sont, alors avec Achille, c'est un homme qui a marqué et qui marque encore grandement une histoire de ma vie. Donc de cette discussion, il comprend que tu es une femme libre. Voilà. Mais est-ce qu'il sait que tu es une veuve? Non, il ne l'a pas su du premier coup. Lui, il était plutôt focalisé sur ma relation avec Samuel Eto'o. Alors, mon mari, avant, tout ça, ça l'intéressait moins. C'était, est-ce qu'elle ne me mène pas en bateau? Le lien qu'elle a avec Samuel, ils vont faire du sport ensemble, ils se téléphonent. Il était vraiment convaincu que c'était le cas. Donc, il avait toujours ce doute-là. Et jusqu'au jour où voilà, on a passé notre premier week-end ensemble, et je lui ai fait comprendre en lui montrant des messages, des échanges, et ce jour-là Samuel m'avait aussi envoyé un message ce soir-là, et je lui ai dit tu vois ce n'est qu'un message d'amitié, mais je vais te demander une chose. Je sais que Samuel et toi vous n'avez pas de très bons rapports, mais ce que je vais te dire, Samuel, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est une personne que j'aime beaucoup. On a souvent eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on s'est retrouvés, on a des bons rapports. Je sais, peut-être oui, peut-être que non, je ne sais pas quel rapport vous avez, mais j'aimerais que si tu es dans ma vie, si tu décides d'être dans ma vie, j'aimerais
qu'on ait tous des rapports, des bons rapports. Voilà, parce que... et là, quand je disais ça, c'est parce que je sentais déjà qu'il y avait un attachement, il y avait quelque chose qui était en train de naître. Donc, quand tu rencontres cet homme finalement qui physiquement t'avait déjà tapé, tu lui as dit ça, que tu t'es vu aux États-Unis, j'ai dit waouh. Ah oui, je lui avais dit. Alors, l'ironie du sort, c'est que c'était vraiment quelque chose, c'était comme si c'était un destin, comme si on était prédestinés, comme si nos âmes étaient liées, Achille et moi, parce que quelques jours avant qu'on se rencontre, 2 jours avant, j'étais au Cameroun et j'étais dîner chez une amie et pendant qu'on dînait, donc il y avait Bill Chateau qui était là ce soir-là, on a dîné, c'était très bien et on a eu à parler d'Achille. Alors moi je taquine Bill en lui disant, tu sais, à votre époque, le seul lion indomptable qui m'a toujours fait frissonner, qui m'a toujours impressionné par son sex appeal, c'est Achille et Maman. Alors ma copine aussi on en discute, voilà. Bon, pour pas tirer de long en large, 2 jours après je le rencontre. Wow. Et donc quand je rencontre Achille pour la première fois et que je me retrouve face à lui, et qu'au-delà du physique, il y a cet attrait, la personnalité qui devient finalement un peu plus intéressante que le physique. Tu te dis peut-être que c'est la bonne. Vous mettez ensemble. Oui. Ça se passe au début très bien. Ça se passe très bien. Très bien au début. On est entre voyage, jet life. Oui. Qui finançait tout? Moi, j'ai des principes. Pour moi, l'important, c'est l'amour. L'important, c'est les moments qu'on passe avec une personne. Ces moments-là, c'est comme l'honneur de quelqu'un. Ça n'a pas de prix. Voilà, parce que l'amour, quand on l'a perdu et qu'on a eu la chance de le retrouver, on n'a pas envie de le perdre une deuxième fois. Alors, l'argent n'est pas un problème. On le trouve pour un voyage, pour des bons moments, pour tout ça. Il faut savoir aussi que avec Achille aussi, j'étais dans une famille recomposée encore. Parce que Achille avait des enfants. Il a 3 filles. Moi, j'avais les 2 filles. Plus j'avais mes jumeaux. Puisque forcément, quand ils rentrent dans ma vie, les jumeaux sont dans ma vie. Mes filles sont dans ma vie. Donc, et ses filles à lui aussi sont dans ma vie. Ça refait encore. Alors, déjà, à quel moment vous vous dites, Achille et toi, on est fait l'un pour l'autre, qui demande, il y a eu une demande en mariage déjà, il y a eu? Et il y a eu une demande, enfin, avec Achille, on avait beaucoup de complicité. Donc, on parlait de mariage, on parlait d'enfants. Il m'a présenté au bout de 2 jours à sa mère, c'est-à-dire qu'en fait, Achille m'a présenté, on s'est rencontrés 2 jours après, il m'a présenté à sa mère, à sa sœur, à ses tantes, à toute sa famille. J'ai même d'ailleurs traîné le pas parce que je me disais au bout de 2 jours, tout un 10 comme ça, me présenter aussi rapidement à sa famille. Voilà, je trouvais ça assez improbable. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pense pas que c'était une relation sérieuse. Je ne m'attendais pas à des sentiments de part et d'autre. Je ne m'attendais pas non plus aux épreuves difficiles qu'on a traversées. Je ne m'attendais pas à autant d'ennemis aussi. Et je ne m'attendais surtout pas à une fin aussi désastreuse, quoi. Donc, tu rencontres 2 jours après, il te présente à ses parents. Après, vous évoluez, vous vous mariez? Non, on ne s'est pas mariés. Il me présente à ses parents 2 jours après. Alors, il faut savoir que moi, je vivais à Paris, Achille vivait en Espagne. Et donc, on était aussi à un moment dans une grosse période de Covid. Voilà, donc, qui a été très difficile pour nous parce que Achille vivant en Espagne et moi, à Paris, et à un moment donné, les voyages n'étaient pas faciles, il n'y avait plus de vol, on ne pouvait pas se déplacer, mais on avait une telle envie de nous retrouver à chaque fois que pour aller là où il vivait à 2 heures de Paris, je pouvais prendre un vol qui mettait 8 heures avec 3, 4, 5, 6 escales, parce que le but c'était le premier vol qui pouvait voyager, qui pouvait partir en Espagne, il fallait que je sois dedans, ou alors le premier qui pouvait venir à Paris, il fallait qu'il
qu'il soit dedans. Voilà, c'est ça. On était très fusionnels et quand on se retrouvait avec Achille, s'il venait pour 3 jours, très intense. Pendant 3 jours, on sortait pas de la maison. Ah, voilà. Très, très intense. Oui, c'est-à-dire, on était, il m'a appris à aimer, parce qu'il parle très, très bien espagnol, il m'a appris à aimer les séries mexicaines, Oui. la Reina del Sur, la Reina del Flow, voilà, ces Tu en choses-là. parles encore avec beaucoup de passion. Et Oui. pourtant, après tous ces moments de fusion et d'amour, Mhm. alors, ça a fait combien de temps entre la rencontre et l'histoire fusionnelle sans problème, sans... On a vécu à peu près 2 ans. Oui. 2 ans, alors 2 ans une très belle histoire, 2 ans de bonheur, de complicité, Oui. voilà, où on avait vraiment ce lien d'âme. D'âme. Voilà, c'est ça, on avait Qu'est-ce vraiment qui s'est quelque chose. passé à la 3e année? Alors, pendant le Covid, la carrière de Achille s'est arrêtée d'une manière inattendue, parce Oui. que Achille avait encore quelques années, il jouait en Inde. Voilà, c'est Oui. ça, pour se faire une santé financière avant sa retraite. Oui. Donc, le contrat a été suspendu de manière très brutale parce qu'il y a eu le Covid. Oui. Il y a eu cette épidémie qui s'est Oui, qui s'est mis, on se rappelle, en voilà, 2000, c'est ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a eu un impact énorme sur la carrière d'Achille, Oui. donc qui s'est terminé malgré lui en queue de poisson. Oui. Et Achille, quelqu'un qui est très amoureux De son métier. Et de la rentabilité du métier et aussi, de la ça va rentabilité avec. du métier aussi, a commencé par des dépressions. C'est-à-dire D'accord. que le manque d'activité et de savoir que voilà, j'arrive à la fin de quelque chose que je fais depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Oui. Et là, j'ai commencé à voir un homme qui a commencé à se transformer, qui a commencé par des addictions, qui a commencé des dépressions, qui a commencé à ne plus avoir goût à la vie. Et là, au départ, j'ai été d'un très, très grand soutien. Voilà, où j'ai pris sur moi. C'était une addiction à quoi? Au jeu ou bien C'était une addiction, donc la dépression déjà, qui était très difficile parce qu'il se renfermait sur lui-même. Déjà, il faut savoir qu'Achille est quelqu'un d'introverti, c'est pas quelqu'un de très bavard. Au début, je me suis pas rendu compte, c'était des problèmes d'alcool. Oui. J'en ai parlé à sa mère, je trouvais qu'il buvait, donc il me le cachait. Et j'ai commencé petit à petit à me rendre compte que quand on avait des conversations le soir, le lendemain, il ne se souvenait plus, par exemple, ou la nuit, il avait du mal à dormir parce qu'il cogitait et il avait envie, en ce moment-là, de s'évader en buvant 1 ou 2 bouteilles de champagne. Donc, tu rencontres cet homme et puis au bout de la 3e année, il y a déjà... Donc, ça commence à se dégrader. Alors quand on me dit, parce que je dirais toujours du bien de Achille, contrairement à ce qu'on peut parler, parce que de ma relation avec Achille, c'est pas quelqu'un qui m'a fait du mal. Vous savez, on n'est pas dans une histoire où c'était un homme qui me trompait. Jamais. Donc, il n'y a jamais eu de tromperie. Il n'y a jamais eu de tromperie. Du moins, je ne l'ai jamais su, je l'ai même jamais ressenti. Oui. Voilà. Le problème que j'avais, c'est que je voyais quelqu'un qui était en train de s'auto-détruire. Oui. Et qu'à un moment donné, à force de batailler contre cette autodestruction, j'ai commencé à me détruire moi-même. C'est-à-dire voir quelqu'un qu'on aime se détruire, ne pas écouter, ça a commencé à me détruire moi. Voilà. Donc j'ai commencé aussi à sombrer dans des dépressions, de voir que l'histoire qui était une belle histoire d'amour, qui était comme je dis, on avait un lien d'âme. Et donc là, et c'est là où il y a une cassure. La cassure vient du fait que quand on n'est pas bien, on ne peut pas renvoyer, c'est ça. En fait, un mot pour dire un malade ne peut pas soigner un autre malade. Voilà, donc on était déjà dans une relation où moi je n'étais plus bien parce que j'ai été malheureusement contaminée par ces choses, ces dépressions, ce manque d'envie d'aller de l'avant. Donc au lieu de construire notre couple qui avait déjà bien commencé,
on était en train de le déconstruire, voilà, il était en train de se détériorer, comme tu dis, les choses commençaient à aller mal. Et ni lui ni moi, personne ne voulait se l'avouer. C'est-à-dire Achille évitait des conversations franches en disant on met tout sur la table, on reprend les choses, voilà. Il a commencé à fuir les conversations, les discussions sérieuses, les questions sur le mariage, sur les enfants. C'était quand je lui disais alors qu'est-ce que tu en penses, on se marie parce que toi en Espagne, moi à Paris, c'est énormément cher, les billets d'avion, les voyages et tout ce qu'on faisait, ça avait un coût quand même qui était énorme. Donc je lui disais soit on se pose en Espagne, mais moi j'avais un problème de langue au niveau de mon travail, soit tu reviens en France puisque tu n'as plus un intérêt vraiment à rester en Espagne. Et donc c'était souvent là que notre conversation s'arrêtait, quand je dis bon, ok, il faut qu'on se marie parce que bon là je pense qu'à deux, mariés, ça va faire plus sérieux. Alors il me répondait toujours, il se fermait pas complètement, il me disait je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais mariage, j'ai besoin de retrouver mon côté financier. J'ai besoin de remonter parce que j'aimerais être l'homme que tu aimerais avoir. Ça nous amène à ton rapport aux réseaux sociaux. Tu te retrouves sur les réseaux sociaux malgré toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? De manière malheureusement, j'étais déjà sur les réseaux, mais de manière discrète, voilà. Donc cette histoire, donc j'envoie un voice à Achille, comme j'ai l'habitude de lui envoyer, mais là c'était un voice un peu plus, qui était assez violent et assez dur, on va dire, parce qu'il y avait un cas, sa mère venait de décéder, et puis il était face à une responsabilité à laquelle il ne pouvait pas y échapper. Donc ce voice-là, Achille le prend très mal, et ce voice-là fute, c'est-à-dire qu'il part de gauche à droite et se retrouve... Alors, ça fute, c'est de lui que ça fute ou ça part d'où? Alors, ça part... ça reste un vrai mystère. Aujourd'hui, je ne peux pas affirmer exactement, même si aujourd'hui, de manière plus claire, je sais d'où le complot venait. Moi, j'étais complètement perdue parce que je ne savais pas ce qui se passait. Mon histoire, on me l'a racontée parce qu'un matin, on m'envoie des messages, je retrouve ma voix, des photos d'Achille qui sont nues. Donc, je suis la première qui s'interroge en se disant... Je ne suis pas sur Facebook, qu'est-ce que ma voix fait sur Facebook? Pourquoi le message que j'ai envoyé à Achille se retrouve là? Donc, si tu veux, c'est quand même de manière malheureuse que je me retrouve sur les réseaux. C'était de la pire des manières parce que là, les Camerounais me découvrent, les Camerounais qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon histoire avec Achille, mais de la plus mauvaise des manières. Parce que c'est qui cette femme qui traite comme ça un lion indomptable, quelqu'un qui a porté les couleurs du pays, un mec effacé, enfin tout ce qu'on a pu dire. Mais alors là aussi, j'ai une grande leçon, c'est que je me rends compte qu'en fait, le problème de la femme, c'est la femme. Parce que le lynchage public que j'ai eu, les injures que j'ai eues et toutes les humiliations que j'ai subies venaient des femmes. Mais aucune femme, toutes ces personnes-là ne se sont pas posé deux questions. La première, c'était, est-ce qu'une personne peut mettre sa voix, les photos nues d'un homme avec qui elle a vécu 5 bonnes années, sans même à camoufler. Aujourd'hui, il y a des faux profils, il y a tout ça, c'est-à-dire de manière ouverte, sans même le protéger. Donc déjà, personne ne s'est posé cette question, pourquoi elle met sa voix, elle met des photos, elle met son nom. Vous voyez, de nos jours, c'est quand même... C'est criminel de faire ça, donc ça ne pouvait pas venir de moi, même si j'étais la plus idiote des femmes. Ça, c'est la première des choses que les gens n'ont pas, ne se sont pas posées comme question. La deuxième question, ils sont tous sautés sur le voice et ils m'ont tous jugé. Mais il n'y a personne qui savait ce que moi, je vivais que j'ai vécu pendant 5 ans, la manière que j'ai protégé et surprotégé cette relation et comment j'ai jamais voulu que les Camerounais, c'est-à-dire que ce footballeur que les Camerounais idolâtraient, aimaient, je n'ai jamais voulu que sa situation soit découverte de cette manière-là. Mais malheureusement, on ne maîtrise pas toutes les choses qui peuvent nous arriver. Et donc, c'est arrivé de cette manière-là.
je n'en ai pas souffert parce que j'ai toujours été dans l'intime conviction que j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai donné beaucoup d'amour, je me suis beaucoup investie dans cette relation et c'était injuste de vivre ça. Parce que mes proches l'ont mal vécu, mes filles l'ont mal vécu. Donc malheureusement, c'est un peu comme ça que beaucoup de gens découvrent mon histoire avec Achille. Alors, il y a eu beaucoup de manigances aussi, des femmes qui voulaient récupérer Achille, qui étaient amoureuses d'Achille, donc qui ont aussi beaucoup manigancé à ce que mon nom soit, que mon nom soit jeté comme ça à la verdict populaire. J'ai eu écho un peu de tout ça, mais je ne m'attarde pas sur ce genre de choses parce que parmi toutes ces personnes qui t'ont jeté à la vindicte, il y en a une qui a été très violente, et qui s'est retrouvée avec toi au tribunal. Vous y êtes toujours. Oui. Toujours en cours de procès, fin de procès. Fin de procès. Cette dame-là, je n'aurais pas grand-chose à dire sur elle. Je pense que quand on a déjà ramené un problème devant les tribunaux, on fait confiance à la justice. Voilà, mais tout ce que je sais, c'est que cette femme, elle a été déjà d'une maladresse. Et alors, c'est pire de savoir que c'est une femme qui elle-même a été mariée, qui elle-même a été veuve, qui a traversé les moments difficiles dans sa vie. Sa vie n'est pas non plus un fleuve tranquille et que c'est elle qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon histoire avec Achille, qui s'accapare comme ça. Alors, vous ne connaissiez pas du tout. C'est pas une femme, j'ai jamais vue de ma vie. C'est-à-dire, c'est une personne qui m'avait contactée sur les réseaux sociaux, c'était en 2013-2014. 2013-2014. Voilà, je vivais aux États-Unis, qui m'avait contactée via Facebook. Elle vendait des vêtements. Voilà, au début, c'était une marque de vêtements qui s'appelait Hervé Léger, que je ne connaissais pas. Et c'était des très jolies robes. Elle m'a contactée. Je lui ai acheté pratiquement 30 robes, à peu près 30 à 40 robes, jusqu'au jour où un colis est arrivé marqué avec AliExpress dessus. Et c'est là que j'ai su qu'en fait, les robes n'étaient pas authentiques, que c'était des robes qui venaient de la Chine, AliExpress. Bon, c'était ça un peu le seul lien qu'on avait, les commandes de robes, et ça s'est arrivé. Donc à un moment, elle repostait mes photos et elle me vendait des robes qui coûtaient $30 à 300 €, 400 €. Wow. Donc j'avais très vite compris à qui j'avais affaire et j'avais coupé tout lien. Donc j'étais très surprise. Donc quelques temps avant l'histoire d'Achille, elle avait posté, elle avait mis un communiqué qu'elle était à ma recherche, que oui, je recherche une amie à moi qui vivait aux États-Unis, qui était une cliente, nanana. J'ai eu vent de ça, j'ai même eu la capture d'écran, mais j'ai jamais donné signe de vie parce que je n'étais pas sur Facebook et c'était pas mon sujet, c'était pas ton monde, c'était pas mon monde. Voilà, je n'avais rien à partager avec elle. Tu te retrouves des années après et tu as cette femme qui s'acharne sur moi et enchaîne plusieurs panels. Quelque chose qui est très courant parce qu'on est à cette époque où voilà, chacun se permet de tout dire. Et toi, donc du coup, là vous êtes en procès, fin de procès. On est en fin de procès. Elle a été condamnée à m'indemniser un montant assez élevé. C'est une femme qui risque, je le dis haut et fort, qui risque d'aller en prison. Bon, elle a été très loin dans ses propos. Ouais. Je vais dire, si elle s'arrêtait encore, elle n'avait pas le droit parce qu'elle ne connaît rien de mon histoire avec Achille. Mais là où l'histoire a été c'est quand elle parle de mon défunt mari, c'est quand elle parle de mes liens. Parce que en soi, tu n'avais jamais parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça sur les réseaux de ta vie. Jamais. Tellement discret, tellement sur ça, bien conservé. C'est ça.
Et voilà, c'est ça alors. Et alors, c'est ça qui m'a, voilà, qui est resté, comme on dit, c'est ce qui m'a le plus blessée. Vous savez, on dit que les morts reposent en paix. Vous voyez, donc tout ça a remonté en surface toute ma souffrance. Déjà, c'était une époque où je souffrais déjà de la disparition de la maman d'Achille, qui était une vraie mère pour moi, parce que pendant sa période de maladie, j'étais à son chevet. J'ai ramené son corps au Cameroun, je vivais le deuil. Donc, venir s'acharner comme ça sur moi alors que je vivais déjà quelque chose de douloureux, c'était beaucoup. Donc, ça a été le point final. Ça a été le point final. Qui a mis fin à la séparation? Donc à quel moment tu dis stop, c'est fini, je n'en veux plus, ou bien c'est lui qui le dit? Aucun des deux. On n'est pas arrivé, Achille et moi, lui, Achille est très rancunier, donc quand il reçoit ce voice où je tire ses oreilles, il faut savoir, comme je disais, nos problèmes, quand il commence à fuir la maison, il commence à... Voilà, c'est quand je lui donne des mots forts pour le ramener à la raison. Donc, quand ce voice arrive, c'est un voice qui est dur. C'est-à-dire, c'est une femme qui parle à un homme qui dit « Ressaisis-toi, ta mère n'est plus là, ressaisis-toi. » Et là, comme à l'accoutumée, il se braque complètement. Et là, il dit, elle m'a insulté, moi je ne peux pas accepter ça. Alors lui, il le prend comme ça, alors que même moi, je suis dépassée par les événements parce que sa mère vient de décéder. J'envoie ce voice, je suis au Vietnam. Et j'apprends la mort de sa mère, je suis là-bas, j'organise des choses avec sa famille. Donc quand je lui envoie ce voice, c'était pour dire, écoute, nous on est en train de se démener. Donc ce voice vraiment a été la fin. Ça a été la... vous savez, je ne peux pas parler mettre un point final. Oui, je ne peux pas parler de fin entre Achille et moi parce que on avait des choses, Achille et moi, qu'on s'était dites. Voilà. Et que quand on sera à la fin de notre histoire, quand on dit, vous savez, les gens peuvent être séparés physiquement, mais ils ont toujours ils ont un lien. C'est le cas. Ils ont un lien où, même s'ils veulent, il n'y a pas un jour où, la preuve, il n'y a pas un jour où quelqu'un ne me parle pas d'Achille. Et il n'y a pas un jour où on ne parle pas de moi à Achille. La preuve, on m'appelle la lionne du 10. Ça reste. C'est resté. Ça te fait quoi que ça reste seulement jusqu'aujourd'hui? C'est pas quelque chose qui me dérange, parce que ça part d'un slogan. La lionne de qui, je dis la lionne d'Achille Mana et tout, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi parce que je ne renie pas mon histoire. C'était une belle histoire et je ne dis pas on peut mettre fin à une histoire d'amour, mais on ne met pas fin à une histoire qui a existé. Alors là, quel est votre lien? As-tu encore eu contact avec lui depuis l'histoire du Voice, depuis ces histoires sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu dialogues avec? Non, je ne dialogue pas avec. Moi, j'ai eu besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Mes enfants en ont beaucoup souffert. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Oui, surtout de ma petite fille. Voilà, et... il y a aussi des gens qui nous aimaient, qui ont été blessés par cette histoire. Voilà, c'est vraiment pour dire que ce n'était pas une histoire qui appartenait aux réseaux sociaux, c'était d'abord toute une famille. Donc aujourd'hui, Achille, avec tout ce qui lui arrive, c'est-à-dire sa fin de carrière, ses addictions, ses dépressions, la perte de sa mère, l'histoire avec moi, parce que ces photos se sont quand même retrouvées sur la toile, même si on continue à vivre, ça reste quand même quelque chose qui reste. Financièrement, ça s'est passé comment? Comment gérez-vous les finances et est-ce que ça a posé problème après séparation? En quelques minutes, parce que c'est long. C'est-à-dire après les finances de nous deux. Vous aviez un compte. À partir du moment où on avait énormément de choses, on avait une entreprise à E10 qu'on avait montée, on avait un confort de vie qui était, voilà, tout ça. À partir du moment où on s'est séparés, chacun est parti de son côté et a essayé de gérer, de gérer sa vie de son côté. Mais on peut dire, une histoire d'amour peut s'arrêter. Mais il y a un lien qui restera toujours entre Achille et moi, que les gens qui ont parlé en bien ou en mal,
se détrompent, je leur dis, vous avez parlé parce que les bouches sont ouvertes, Oui. mais le lien entre Achille et moi, il a existé, il existera toujours, et je ne serai pas la femme qui viendra insulter Achille à la télé. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'on a vécu, j'ai beaucoup de respect pour Achille, et ce qu'Achille traverse, ce n'est pas quelque chose de facile. Oui. Donc, je ne dirai aucun mal sur cet homme, Oui. et le temps fera des choses. Pour nous, le temps est voilà, un peu long pour cette émission, et vous allez comprendre parce que c'est une émission assez exceptionnelle. C'est un storytelling, une expérience de vie qu'on raconte avec beaucoup d'émotions. Moi, je retiens que tu es une femme entière qui vit sa vie pleinement, Oui. qui une femme forte avec la tête sur les épaules, qui sait où elle va. Et je pense qu'au cours de cette émission, ils se sont rendus compte de cela. On va conclure avec un jeu. On ne sera pas très long avec le jeu aujourd'hui, on va faire vite. On va faire vite. Donc, généralement, dans cette émission, on joue. Et pour toi, j'avais pensé à action ou vérité. On va rester sur action ou vérité. Donc, je vais prendre une action, une vérité, ou bien c'est à toi de voir peut-être deux vérités ou deux actions. Tu me dis. Alors, action ou vérité avec Marielle Lourdes. Suite. Alors, action ou vérité? Vérité. Alors, serais-tu capable aujourd'hui de choisir un autre footballeur pour amoureux? Non. Non. Non, non, je ne serai plus jamais en couple avec un footballeur. Ce n'est plus possible. Action ou vérité? Vérité. Tu es très présente finalement sur les réseaux sociaux, tu as accepté ce destin. Oui. Tu suis certainement ces jeunes filles qui ont un lifestyle, voilà, et des influenceuses qui partagent leur train de vie. Quelle est ton appréciation de ces filles-là et du fait qu'elles postent tout? Quand je vois ça, je n'ai aucune émotion. C'est-à-dire, en fait, je n'ai aucun mot à dire. Sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Je m'occupe que de ma vie. Je ne cherche pas à me faire détester ou à me faire envier. Je suis moi. Alors, ce que les filles font sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles montrent et comment elles gagnent leur vie. C'est vraiment quelque chose qui ne me regarde pas, où je ne me pose aucune question et ça ne m'intéresse pas parce que je me dis les époques ont changé. Les filles font... voilà, je ne porte aucun jugement, je n'ai aucun droit là-dessus et j'ai aussi une mémoire sélective. C'est-à-dire que je ne retiens que les choses qui m'intéressent. C'est le trait de caractère des femmes fortes et indépendantes réellement. Vérité. Est-ce que tu es indépendante et est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre? T'as un amoureux dans la vie maintenant? Je suis indépendante dans tous les sens du terme. Donc financièrement, je suis indépendante. J'ai quelqu'un dans ma vie qui a des très beaux yeux bleus. D'ailleurs, il m'a dit, si jamais tu parles de moi à la télé, n'oublie pas de dire que j'ai des beaux yeux bleus. Alors, c'est une histoire que je protège ou que je surprotège même, mais c'est une histoire qui va aussi lentement. Action ou vérité? Vérité. On va conclure en te demandant, penses-tu que notre cher président de la République sera réélu pour cette année? On est en pleine période électorale. Alors c'est une question qui est très difficile pour moi à répondre parce que dans un premier temps, je ne fais pas de politique. Oui. Voilà. En tant que citoyenne, ça va? Mais en tant que citoyenne, souhaiterais-tu? Je peux pas répondre. J'ai du mal à répondre à cette question parce que le président de la République, qui est ton président, qui est le mien, j'ai pas les mêmes rapports. C'est-à-dire que le monsieur que je connais en interne, que ma fille appelle papy, je ne le vois pas comme un président de la République. Il y a d'autres aspects qui peuvent m'inquiéter, comme sa santé, comme son âge avancé. Ça m'interpelle plus. Mais c'est pas une personne non plus que je côtoie, que je vois, que je machin, mais c'est une personne qui est présente dans la vie de mes enfants. C'est-à-dire que si aujourd'hui il n'est pas là, mes enfants perdent l'appel papy, mes petits-enfants et tout ça. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cette question. Familiale, et voilà. C'est ça. Et tu t'arrêtes à ça. Je m'arrête on à va ça. s'arrêter ici pour le set talk de ce jour. Vous avez eu
la grande Maria Lourdes. C'était un moment émouvant. Merci pour ta transparence. Merci d'avoir déplacé tout un vol. Et elle a pris un vol pour ce septalk et nous sommes reconnaissantes et nous te disons merci. Ce fut un merveilleux septalk. Qui sera la prochaine personnalité? On le saura très prochainement dans le septalk. Restez sur toutes nos plateformes et ne manquez pas de regarder l'émission sur YouTube. Vous êtes nombreux tous les jours et nous vous remercions pour cela. À très bientôt dans le septalk.